Nickel. On est très bien. Tu me dis quand t'es bon, en ligne. T'as un retour casque là? Je fais un retour casque. C'est bon, je viens de lancer le live. Pas louper C'est pas une raison. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien. Hein? Rien. Ne vous inquiétez pas. C'est fini? Oui, c'est fini, oui. Non. C'est fini? Oui, quand c'est fini, ça recommence. Non, elle a pris d'autorité, madame. Ce chevalier.
bah là, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Mais tout à l'heure. C'est drôle. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui au Musée national du château de Malmaison pour commémorer le bicentenaire de la mort de l'empereur Napoléon Ier. J'invite M. Patrick Ollier, ancien ministre, président de la métropole du Grand Paris, maire de Rueil-Malmaison, à s'avancer vers le pupitre. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Monsieur le Préfet, merci d'avoir été à l'initiative de cette manifestation et d'être parmi nous. Madame la ministre d'État, Monsieur, cher Michel, Monsieur le ministre, cher Christian, qui vient d'arriver, je suis heureux de t'accueillir. Monsieur le député, Monsieur le maire de Fontainebleau, cher Frédéric Valtou, qui est le président de l'association des villes impériales et que je suis heureux d'accueillir ici, où nous l'avons créé il y a 11 ans. Mesdames et messieurs les dignitaires de la Légion d'honneur, cher Jacques Taranger, Jean Gérald, monsieur Raffin, qui est le président de la section de Neuilly, monsieur le conseiller régional Denis Gabriel, madame la vice-présidente du département, madame Marie-Pierre Limoges, madame la conseillère départementale Rita Damblon, mesdames et messieurs les officiers, et je salue particulièrement le général Éric Le Calonnec, le colonel Jean-Baptiste Maton et madame la conservatrice générale du patrimoine, chère Elisabeth Code, merci de nous accueillir chez vous, c'est un peu chez nous aussi. Et je suis heureux aujourd'hui que l'Empire retrouve la République avec cette magnifique musique de la garde républicaine que je suis très heureux d'accueillir et qu'en quelques jours, nous avons réussi à faire venir. Mesdames et messieurs, les élus de la ville de Rueil, présidents d'associations, présidents des conseils de village, chers amis, je ne vais pas être très long parce que cette commémoration, pour moi et pour toutes et tous, est importante. Nous étions quelques-uns, Christian, ce matin, aux Invalides, à une messe pour l'empereur Napoléon. Nous étions tout à l'heure à l'Institut avec le président de la République et c'est vrai que cette journée est une journée consacrée à cette commémoration. Elle est importante pour nous parce que même si, cher Frédéric, Fontainebleau est une ville importante pour l'Empire, moi j'ai la faiblesse de penser, même si Nice en est une aussi importante, que ici, Rueil, c'est probablement la plus importante. Le 5 mai 1821, sur l'île Sainte-Hélène, au milieu de l'océan Atlantique, Napoléon Ier, empereur des Français, rendait son dernier souffle à l'âge de 52 ans. 200 ans après sa mort, l'héritage de Napoléon, visionnaire parmi les visionnaires, personnage tutélaire de la France, perdure dans chaque
pans de notre société. Le président de la République l'a évoqué tout à l'heure, que ce soit le Code civil, le Code pénal, le corps préfectoral, le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Légion d'honneur, l'université, le baccalauréat, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, la Banque de France, j'en passe, etc. Son œuvre est immense et nul ne peut l'oublier. Aujourd'hui, les institutions de la République se sont construites sur l'héritage de l'État napoléonien. Et nous vivons toujours au rythme de ces institutions. Le Code civil dont je viens de parler, dont la rédaction a été entreprise dans ces murs, et c'est important pour nous, a permis de jeter les bases de la France moderne, tout comme nombre de réalisations qui demeurent encore aujourd'hui. Et le 15 février 1802, ici dans le château de la Malmaison, il a créé l'ordre de la Légion d'honneur, dans son bureau qui est juste derrière nous à quelques mètres. C'était aussi un grand bâtisseur capable de repousser les limites du possible par son action, comme l'illustre l'Arc de Triomphe, et l'ambition réformatrice et le volontarisme politique, la méritocratie face au déterminisme et l'impératif de grandeur de la France étaient les trois principes napoléoniens. Napoléon a transformé la France, mais aussi l'Europe. Il a construit des villes, il a tracé des routes, et j'ai encore souvenir, avec mes amis, M. Trottin et d'autres qui étaient venus avec moi à Dubrovnik, où nous avons vécu avec beaucoup d'intensité la visite du fort construit par Napoléon sur la falaise au sud de Dubrovnik, qui, en 94-93, a sauvé la ville de Dubrovnik qui était assaillie par les Serbes et les Monténégrins. Encore, même s'il a supprimé la République de Raguse, un exploit dû à Napoléon. Et tu te souviens, cette route de 40 km de ligne droite, et naïvement, je demandais au maire du Dubrovnik, mais qu'est-ce que c'est que cette route? Il m'a dit, c'est l'empereur Napoléon qui l'a fait construire pour ses armées. Effectivement, c'était un constructeur. Il a conduit des campagnes, mais ces campagnes étaient pour protéger la paix en France. En vérité, il n'a fait que poursuivre l'œuvre de la République, qui avait effectivement été obligée de guerroyer contre ceux des empires et des royaumes de l'Est qui voulaient faire en sorte de rétablir la royauté en France. Il a poursuivi ses combats en tant que général de la République et puis ensuite en tant qu'empereur. Et dans les territoires occupés par les armées françaises, les privilèges ont été abolis au nom des nouveaux principes hérités de la Révolution. Des constitutions ont été mises en place et le Code civil a été appliqué. Il se présentait lui-même comme favorable à l'unité européenne. Mais il s'engage dans cette voie. S'il s'engage dans cette voie, ce n'est pas le fruit du hasard. Enfant des Lumières, il a eu vent des projets de paix universelle qui envisageaient la formation d'une Europe unie. Et il portait ce message en lui, avec une vision de l'Europe qui n'a pas pu malheureusement conduire à son terme. Alors ici, château de la Rueil-Malmaison, certes c'est le château qui fut la résidence privée de Napoléon et de Joséphine, mais c'est surtout, pour moi, plus qu'un château, sa maison. Sa maison qu'il a aimée, qu'il a donnée ensuite à Joséphine lorsqu'ils ont divorcé. Et ce petit château devient, en 1800, avec les Tuileries, le siège du gouvernement de la France, où les ministres, notamment du consulat, se réunissaient fréquemment. Et c'est ici que la plupart des grandes décisions ont été prises. C'est pour ça que j'exprime au nom de la population de Rueil, au nom du conseil municipal réuni, une immense fierté pour la ville de Rueil d'avoir ce joyau sur son territoire. Joséphine y revient souvent. Après leur divorce en 1809, l'empereur lui donne cette propriété avec toutes ses collections, et c'est à Malmaison qu'elle meurt le 29 mai 1814. Napoléon, lui, revient pour la dernière fois après Waterloo et sa seconde abdication entre le 25 et le 29 juin 1815. Il a tenu à y revenir, parce que c'est là qu'il a effectivement retrouvé ses racines sur le territoire national. Alors, Rueil est fier de l'héritage que lui a laissé Napoléon. On revisite toujours avec plaisir les traces de son passé. C'est pour ça que j'ai toujours eu à cœur, personnellement, avec toute mon équipe, de mettre en lumière notre patrimoine. C'est ainsi que dans ce château, en 2011,
Frédéric, je te cherche. En 2011, nous avons créé la marque Ville impériale avec la ville de Saint-Cloud, de Compiègne et de Fontainebleau, dont tu es maire. Et cette marque Ville impériale, ce label, a pour vocation de développer un véritable réseau à travers l'ensemble du territoire français. Et Nice est une des plus illustres villes. Tu m'as indiqué que nos noms étaient gravés sur le quai Napoléon à Nice. C'est pour moi un grand honneur, cher Christian. Ce label permet de réunir ces villes qui justifient par leur histoire et leur patrimoine les liens avec le Premier et le Second Empire. Cette marque Ville impériale témoigne d'un riche patrimoine historique, touristique, culturel, accessible au grand public. En vérité, ce que nous faisons, c'est vouloir réconcilier les Français avec leur histoire. Tout à l'heure, on parlait de l'image noire. Ces marques qui restent très contrastées, du passage de l'empereur et de l'Empire, laissent souvent des souvenirs désagréables, des critiques qui sont toujours difficiles à supporter. Et je pense que la marque Ville impériale, avec une trentaine de villes, tu vas maintenant, Frédéric, l'ouvrir aux villes européennes, et je t'en félicite, va permettre de faire en sorte que on puisse puiser dans ce passé exceptionnel de l'empereur et de l'Empire une source d'action, une source d'initiative, afin de, comme je l'ai dit, réconcilier les Français avec leur histoire. Napoléon appartient à la France, et aujourd'hui la France commémore sa disparition. J'invite maintenant Madame Marie-Pierre Limoges, vice-présidente du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, représentant Monsieur Georges Siffredi, président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, à s'avancer vers le pupitre. Madame la ministre d'État, Monsieur le ministre, Monsieur le maire de Rueil-Malmaison, cher Patrick Ollier, Monsieur le ministre, Monsieur le député, Monsieur le maire de Fontainebleau, Monsieur le conseiller régional, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, et évidemment quand on fait une liste à la Prévert, on oublie le plus important, Monsieur le préfet. C'est parce que je viens de vous quitter pour cette commémoration à Courbevoie et que voilà, je vous ai bien. Je savais que j'étais avec vous depuis un certain temps déjà. Le président du département, Georges Siffredi, retenu par d'autres obligations, m'a demandé de le représenter pour cette cérémonie et de vous dire combien il regrette de ne pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Le bicentenaire de la mort de Napoléon, que nous commémorons dans ce lieu emblématique de Rueil-Malmaison, pour ce moment auquel je suis très fière de participer, nous rappelle combien Napoléon continue encore aujourd'hui de fasciner la France et le monde. Les nombreuses réformes... Excusez-moi, comme ce n'est pas mon discours, nous ne sommes pas là pour réécrire l'histoire, mais pour la rappeler dans sa complexité, sans céder à une célébration hagiographique de l'épopée napoléonienne, mais sans céder non plus aux vaines polémiques qui voudraient juger le passé à l'aune du présent. Oui, Napoléon fait partie de l'histoire de France. Il fait partie de la longue histoire qui a forgé notre pays avec ses victoires et ses défaites, ses grandeurs et ses drames, ses splendeurs et ses parts d'ombre. Jamais une personnalité publique ne sera passée à la postérité avec une telle intensité. Cette postérité que Napoléon a lui-même façonnée repose notamment sur un élément majeur qui, malgré l'ambivalence que l'empereur continue de susciter, est reconnu unanimement. Il s'agit de l'héritage laissé par un Napoléon visionnaire, bâtisseur, réformateur, notamment dans les années qui ont précédé son sacre. Les nombreuses réformes qu'il a mises en œuvre au plan intérieur
ont contribué à forger le socle de l'identité et de l'organisation de l'État français tel que nous le connaissons aujourd'hui. Je pense, Monsieur le Préfet, au corps préfectoral dans les départements, au Conseil d'État, à la Cour des comptes, à la Banque de France, à l'organisation de la justice, au prud'homme, à l'administration fiscale, sans oublier les lycées, l'université, le baccalauréat. La société fut aussi transformée en profondeur, comme l'a dit Patrick Ollier avant moi, avec une offre colossale promulguée en 1804, l'unification du droit français avec ce fameux Code civil garantissant les libertés individuelles et l'égalité des citoyens devant la loi. Napoléon reconnaîtra d'ailleurs, je le cite, « Ma vraie gloire, ce n'est pas d'avoir gagné 40 batailles, ce que rien n'effacera, ce qui vivra éternellement, c'est mon Code civil. » 200 ans après sa mort, l'œuvre de modernisation de l'État et de la société conduite par Napoléon continue de produire ses effets et ainsi contribue puissamment à la stabilité de nos institutions et à l'unité de la nation. Je vous remercie. J'invite maintenant Monsieur Denis Gabriel, conseiller régional, représentant Madame Valérie Pécresse, présidente du conseil régional, à s'avancer vers le pupitre. Madame le ministre d'État, Monsieur le Préfet, Monsieur le ministre, cher Patrick, Monsieur le député, chers amis Limoges pour le conseil départemental, cher Christian, je suis heureux de retrouver, et puis cher Frédéric, mon ami du conseil régional, que j'associe d'ailleurs à mon intervention. Madame la conservatrice, merci aussi de votre accueil. Chers amis élus et chers membres des différents corps de l'État, merci à vous aussi. Je voulais d'abord excuser Valérie Pécresse, qui était tout à l'heure à l'Institut, mais aussi aux Invalides, et qui malheureusement ne pouvait pas être présente. Elle m'a demandé d'être sa porte-parole avec notre ami Valtou, aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie. La région a toujours été extrêmement présente sur toutes les questions qui touchent à l'histoire en Île-de-France, quelle que soit la période, et a toujours, je dirais, souhaité s'investir depuis que Valérie est présidente dans ces différentes possibilités d'action pour la défense aussi des arts, mais aussi pour les questions qui touchent au tourisme. Nous avions eu il y a quelques années, juste derrière, au château de Vermont, une opération qui était un Cluedo sur Vidocq, au passage, et qui avait connu, avec les chefs d'entreprise, une très grande réussite. Merci, Monsieur le Préfet. Merci à Patrick aussi d'organiser cette manifestation au château de la Malmaison. Un enfant de Rueil comme moi, le château, il l'a connu depuis le CM2, lors de ses premières visites, puis il est revenu, je dirais, plus d'une centaine de fois, jusqu'au moment où, avec Philippe Trottin d'ailleurs, nous accompagnions différentes délégations, dont une délégation russe qui avait été très impressionnée par les différents éléments qui étaient à l'intérieur, dont un tableau d'Alexandre, accueilli par Joséphine. La course du Météore a terminé à Sainte-Hélène, mais comme le disait Patrick, elle est venue ici après Waterloo pendant quelques jours à la Malmaison. Cette maison respire et rend aussi, je dirais, tout le caractère spécifique du consulat et de l'Empire. Napoléon, après son épopée, est venu s'enfermer dans la chambre de Joséphine plusieurs jours. Et c'est Hortense qui est venue la chercher, et il avait les yeux remplis de larmes. Et il savait que c'était la fin. Quelques jours plus tard, il prenait par une porte qui est juste derrière, en calèche, le chemin de l'île d'Aix. Mais il était revenu, à mon avis, de manière mélancolique, retrouver aussi bien Joséphine
qu'un certain nombre d'actes qu'il a fait ici. Alors, on peut dire que Napoléon est un homme controversé. L'esclavage, on peut parler du massacre de Jaffa, on peut parler d'un certain nombre de choses, le duc d'Enghien aussi. L'histoire a été écrite concernant ces faits par, je dirais, les témoins de l'époque, puis ensuite par les historiens. On peut toujours trouver matière à critique, mais toutes ces affaires ont été faites à une époque, lors d'une politique bien spécifique, et avec un pays dans un contexte qui lui aussi était spécifique. On pourrait parler aussi de Louis XIV et des Camisards. On pourrait parler de la reine Médicis avec la Saint-Barthélemy. On pourrait parler des élus socialistes de la Troisième République qui ont lancé le plan des colonies. On peut toujours trouver, à travers un homme politique, je dirais, ou l'histoire, toujours des éléments qui peuvent être controversés. Mais ici, à la Malmaison, vous avez surtout les socles de granit qui ont été réalisés. Si sur ces pierres de façade, on inscrivait tout ce qui a été signé comme décret et comme éléments clés qui sont aujourd'hui la base de notre République, eh bien, je pense que beaucoup de pierres seraient recouvertes d'éléments. On les a cités les uns les autres. Je rajouterai les pompiers et je rajouterai aussi les palmes académiques qui ont été créées par Napoléon à l'époque. Et je terminerai sur la Légion d'honneur parce que cette maison respire de la Légion d'honneur, comme le disait Patrick. Il ne l'a pas dit, mais Jacques Baumel, compagnon de la Libération, qui a combattu les nazis, qui a risqué sa vie, on peut le lire à travers les livres qu'il avait écrits, a souhaité, homme politique qu'il était, avec tout ce qu'il a vécu, recevoir ici, c'était à cet endroit, de Madame la ministre d'État, Michèle Alliot-Marie, la Légion d'honneur. C'est que malgré tout ce qu'il avait pu faire dans sa vie, il y avait ici une imprégnation et un sentiment exceptionnel de la France, de la patrie, et je dirais de notre pays. Et Jacques Baumel a tenu à ce que cette affaire soit faite ici. Alors, merci pour votre accueil, merci pour cette cérémonie, et permettez-moi, malgré que je sois un républicain convaincu, de vous dire vive l'empereur. J'invite maintenant M. Laurent Autiot, préfet des Hauts-de-Seine, à s'avancer vers le pupitre. Monsieur le ministre, Madame la ministre d'État, Monsieur le ministre, Monsieur le député, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le président des villes impériales, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Nous sommes rassemblés aujourd'hui au château de la Malmaison pour commémorer le bicentenaire de la mort de Napoléon, premier consul puis empereur des Français. Qui mieux que Chateaubriand pour évoquer les derniers jours de l'empereur? Je lui cède donc la parole. Vers la fin de février 1821, Napoléon fut obligé de se coucher et ne se leva plus. « Suis-je assez tombé ?» murmurait-il. « Je remuais le monde et je ne puis soulever ma paupière. » Le 3 mai, Napoléon se fit administrer l'extrême-onction et reçut le saint viatique. Le silence de la chambre n'était interrompu que par le hoquet de la mort mêlé au bruit régulier du balancier d'une pendule. L'ombre, avant de s'arrêter sur le cadran, fit encore quelques tours. L'astre qui la dessinait avait de la peine à s'éteindre. Le 4, la tempête de l'agonie de Cromwell s'éleva. Presque tous les arbres de Longwood furent déracinés. Enfin le 5, à 6h moins 11 minutes du soir, au milieu des vents, de la pluie et du fracas des flots,
Bonaparte rendit à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Les derniers mots saisis sur les lèvres du conquérant furent « tête, armée » ou « tête d'armée ». Sa pensée errait encore au milieu des combats. Bonaparte légua ses os à la France. Le ciel l'avait mieux servi. Son véritable mausolée, c'est le rocher où il expira. Il fit le choix d'une sépulture à Sainte-Hélène. Botté, éperonné, habillé en uniforme de colonel de la garde, décoré de la Légion d'honneur, Napoléon fut exposé, mort dans sa couchette de fer. Sur ce visage qui ne s'étonna jamais, l'âme en se retirant, avait laissé une stupeur sublime. Le manteau que le vainqueur d'autrefois portait aux vastes funérailles de Marengo servit de drap mortuaire au cercueil. Les obsèques se firent le 28 mai. Le temps était beau. 4 chevaux, conduits par des palefreniers à pied, conduits par Quiret le Corbillard, 24 greniers anglais, sans armes, l'environnaient, suivaient le cheval de Napoléon. La garnison de Lille bordait les précipices du chemin. 3 escadrons de dragons précédaient le cortège. Le 20e régiment d'infanterie, les soldats de marine, les volontaires de Sainte-Hélène, l'artillerie royale avec 15 pièces de canon fermaient la marche. Des groupes de musiciens, placés de distance en distance, sur les rochers, se renvoyaient les airs lugubres. À un défilé, le corbillard s'arrêta. Les 24 grenadiers sans armes enlevèrent le corps et eurent l'honneur de le porter sur leurs épaules jusqu'à la sépulture. 3 salves d'artillerie saluèrent les restes de Napoléon au moment où il descendit dans la terre. Tout le bruit qu'il avait fait sur cette terre ne pénétrait pas à 2 lignes au-dessous. De minute en minute, le vaisseau amiral tirait. Cette harmonie de la guerre, perdue dans l'immensité de l'océan, enterrée par ses vainqueurs de Waterloo, avait ouï le dernier coup de canon de cette bataille. Il n'entendit point la dernière détonation dont l'Angleterre troublait et honorait son sommeil à Sainte-Hélène. Mémoire d'outre-tombe, tome 4, François-René de Chateaubriand. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes. Dépôt de gerbes de M. Frédéric Valtou, maire de Fontainebleau, président de la marque Ville Impériale, M. Christian Estrosi, ancien ministre, président de la métropole de Nice-Côte d'Azur, maire de Nice, et M. Patrick Ollier, ancien ministre, président de la métropole du Grand Paris, maire de Rueil-Malmaison, président d'honneur de la marque Ville Impériale, pour la marque Ville Impériale. Dépôt de gerbes par Madame Marie-Pierre Limoges, vice-présidente du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, représentant Monsieur Georges Siffredi, président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Dépôt de gerbe par Monsieur Denis Gabriel, conseiller régional d'Île-de-France, adjoint au maire de Rueil-Malmaison, représentant Madame Valérie Pécresse, présidente du conseil régional. Dépôt de gerbe par Monsieur Patrick Ollier, ancien ministre, président de la métropole du Grand Paris, maire de Rueil-Malmaison, et Madame Michèle Alliot-Marie, ancienne ministre d'État. Dépôt de gerbe par Monsieur Jacques-Marie Lossian, député des Hauts-de-Seine. Dépôt de gerbe par Monsieur Laurent Autiot, préfet des Hauts-de-Seine.
Nous allons maintenant observer une minute de silence. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'état sanglant est levé. L'état sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, que ça plus à brève nos sillons. La cérémonie commémorative organisée ce jour à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier est maintenant terminée. J'invite donc les autorités à signer le livre d'or du château de Malmaison.
faut ça.